Bonjour et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Et c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir puisque la CSMF a pris l'initiative, au moment où se déroule le grand débat national, d'interroger les médecins sur les éléments de ce débat qui concernent le fonctionnement de notre système de santé. La santé d'ailleurs qui n'était pas parmi les thèmes proposés par le gouvernement dans le cadre de ce grand débat national, mais qui s'est invité aussi bien dans les échanges entre le président Macron et les élus que dans les débats locaux ou même dans les fameux cahiers de doléances dont l'analyse doit maintenant permettre des propositions de solutions. Bonsoir Jean-Paul Ortis, votre questionnaire vient donc compléter en fait cet exercice en soulignant les préoccupations et les attentes des médecins au moment où le pays traverse un fort malaise social. Alors nous sommes donc avec vous pour 40 minutes durant lesquelles vous allez répondre à nos questions sur les 4 grands thèmes autour desquels s'organise le questionnaire. Il y a eu je crois 2353 réponses, on reviendra sur ce chiffre, ça donne une idée de la représentativité de votre enquête. Et avec nous ce soir pour revenir sur tous ces sujets dans le cadre de cette émission spéciale. Nous accueillons Marie-Cécile Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économie et santé au Figaro. Oui. Avec vous, Anaïs Bouissou, bonsoir. Vous êtes journaliste santé chez RTL. Et la 4e personne pour vous interroger, Jean Paillard, vous êtes rédacteur en chef, directeur de la rédaction du Quotidien du médecin. Voilà, j'interviendrai moi-même en tant que journaliste pour le site Grand Public Santé. Pourquoi docteur ? Vous avez interrogé donc les médecins sur les 4 grands thèmes de ce grand débat qui a été proposé aux Français: fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et services publics, et aussi le sujet de la transition écologique. On en reparlera tout à l'heure. La première question que je souhaite vous poser, elle porte sur la participation des médecins à ce grand débat. On a dit 2253 réponses. Cela montre que les médecins se sentent vraiment concernés par le grand débat. 2253, c'est pas mal. Il y a quelques dizaines de milliers de médecins dans ce pays. C'est vrai, je crois que le fait que les médecins aient répondu de façon importante au questionnaire qu'on a lancé dans le cadre de ce grand débat témoigne du fait que les médecins avaient besoin d'exprimer un certain nombre d'avis sur le système de santé, sur ces problématiques. Et puis ça témoigne aussi du rôle particulier des médecins qui sont un peu au cœur des crises de notre société, qui sont un peu souvent le dernier rempart social dans des quartiers difficiles, en ruralité, où les Français se sentent abandonnés. Et ils veulent être acteurs aussi des évolutions de notre système de santé et de la société en général. Je crois que ça témoigne de cela. Alors c'est effectivement peut-être aussi l'illustration que tout ce que vous dites, parce qu'on a à travers votre sondage une représentativité assez importante de tous ceux qui sont dans l'âge actif, qui est plus importante, je crois, que dans les chiffres du grand débat national qui ont été communiqués par le CEVIPOF, où on a une très très forte majorité de plus de 65 ans. Je crois que ça dépasse les 43% de plus de 65 ans. Donc effectivement, on a quelque chose d'un peu plus équilibré dans votre questionnaire. Premier thème donc, de ce questionnaire, fiscalité et dépenses publiques. Et ce premier point, il porte sur une des mesures de la loi santé, la création de 4000 postes d'assistants médicaux, une mesure qui ne séduit pas tout le monde et une mesure à propos de laquelle beaucoup de médecins se demandent qui va payer. Donc, ce sera ma première question. Quelles sont les attentes des médecins concernant cette mesure ? Je crois que les uns et les autres auront d'autres questions aussi sur ce point particulier. Alors, sur cette mesure des assistants médicaux, il faut distinguer la création du corps que constituent ces assistants médicaux, qui fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets médicaux, et l'accompagnement avec des mesures d'accompagnement financier que l'État, par le biais de la Caisse d'assurance maladie, veut faire pour impulser la création de ces postes d'assistants. Et on voit que lorsqu'on interroge les médecins, ils sont beaucoup plus dans une logique de revalorisation de l'acte médical, d'allègement de charges patronales, et ces 2 thèmes-là viennent en tête. Après arrive l'aide directe de la part de la Caisse d'assurance maladie. Ça me semble témoigner de l'esprit libéral des médecins qui sont sur le terrain, qui effectivement préfèrent avoir une meilleure valorisation de l'acte, parce qu'ils se sentent mieux reconnus pour leur implication professionnelle, et c'est logique. Et c'est logique, aujourd'hui, on a un acte médical en France qui est très
peu valorisé par rapport à l'échelle des services dans le pays. 25 € la consultation chez le médecin généraliste, 30 € en coordination chez le médecin spécialiste. Ce sont des tarifs, ou le médecin des autres spécialités, pour reprendre la dénomination habituelle, ce sont des tarifs qui sont bas par rapport à ce qu'on voit dans le pays. Ils sont parmi les plus faibles d'Europe. Ils sont parmi les plus faibles d'Europe, vous avez complètement raison, Marie-Cécile Renaud, puisque la moyenne européenne, elle s'approche des 50 €. J'ai été frappé dans les commentaires, parce qu'on a énormément de commentaires, j'ai plus de 15 pages de commentaires écrits petits, de voir que le chiffre de 50 € correspond un peu à la cible que les médecins intuitivement jugent en ce qui concerne la valeur de leur consultation. Et tous, la plupart disent, en gros, on devrait avoir une consultation à 50 €. Et on le sent bien dans le pays que la valeur d'une consultation devrait être de cet ordre d'idée-là. J'ai horreur de comparer notre métier à d'autres, mais malheureusement, quand on le fait, en particulier dans l'échelle des services, on est très en deçà. Oui, ça reste inférieur, le prix de la consultation reste inférieur au prix d'une coupe chez le coiffeur. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, mais malheureusement, c'est un constat. On n'a pas l'air du tout de prendre le chemin d'une revalorisation Ça, Nicolas Revel, le directeur de la CNAM, de l'assurance maladie, y est opposé. Et donc, dans la négociation conventionnelle, on s'oriente plutôt vers une subvention pour financer ces assistants médicaux. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a entendu parler d'une subvention dégressive ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et nous sortons d'une négociation avec la Caisse d'assurance maladie, on terminera vers la mi-avril. Actuellement, ce qui est sur la table, c'est effectivement un accompagnement pour les médecins qui embaucheraient un assistant médical, dont la hauteur serait de 12 000 € la première année, 9 000 € la deuxième année, et 7 000 € à partir de la troisième année et de façon pérenne, avec des conditions qui sont que les médecins doivent exercer de façon coordonnée et regroupée, et d'autre part, et nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, à condition qu'ils augmentent leur nombre de patients médecins traitants pour répondre aux besoins de la population. Mais l'aide est bien pérenne, ça c'est un changement par rapport Absolument. Au départ. Ils avaient parlé, je ne parle pas uniquement de la Caisse d'assurance maladie, mais d'autres acteurs politiques avaient parlé d'une aide qui, au bout de 3 ans, serait à 0. Ouais. Nous avions dit que, dans ces conditions-là, personne ne s'engagerait à embaucher un assistant médical. Donc, l'aide est maintenue au-delà de cette troisième année, et ça nous semble de nature à être quelque chose qui va encourager l'environnement professionnel du médecin. Après, on est en train de discuter et de négocier des contreparties à cet assistant médical, puisque nous ne voulons pas entendre parler de nombre de consultations. Ouais. Et nous ne voulons pas rentrer dans une logique productiviste. Nous voulons assurer une bonne qualité des soins à nos patients. Alors, on est prêt à prendre en charge plus de patients qui n'ont pas de médecin traitant, parce que collectivement, on ne peut pas laisser des Français qui ont eu un médecin traitant, qui sont atteints de pathologies chroniques, sans médecin traitant, parce que leur médecin a pris la retraite et qu'il n'a pas de successeur. Collectivement, ce n'est pas possible de tolérer ce genre de situation. Et les médecins, d'ailleurs, on le voit dans notre enquête, ils sont prêts à assumer cette responsabilité collectivement. Alors, collectivement, ça veut dire aussi travailler beaucoup plus en réseau. Ça, c'est l'un des prérequis pour le déploiement aussi des assistants médicaux. Or, dans votre étude, un répondant sur 3 dit quand même « Alors moi, je préfère travailler tout seul ». Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'être un médecin de campagne qui travaille tout seul dans son coin et qui peut-être pourrait avoir un assistant médical ou pas ? Est-ce que c'est encore gérable, cette façon de faire ? La réponse est oui, Anaïs Bouissou. Il faut distinguer 2 choses. La première, est-ce que le médecin exerce seul dans son cabinet, de façon très concrète, ou est-ce que nous voulons que tous les médecins aillent vers des maisons de santé pluriprofessionnelles sous le même toit ? Nous avons une organisation en France où l'essentiel des médecins exercent soit seuls, soit à 2, soit 3, dans des cabinets de groupe, dans des centres médicaux qu'ils ont eux-mêmes organisés. 4,5% seulement des médecins généralistes exercent aujourd'hui dans une MSP qui a signé l'accord conventionnel interprofessionnel avec la CNAM, même si l'on tient compte des MSP qui n'ont pas signé,
de celles qui sont en projet, etc., on va arriver à 10-12% des médecins généralistes qui exercent dans ces structures-là. On passe à côté de 90% des médecins. Une chose est d'exercer seul, une autre chose est d'exercer de façon coordonnée. De façon coordonnée à l'échelon de sa patientèle, avec les infirmières avec qui on a l'habitude de travailler, avec le pharmacien avec qui on a l'habitude de travailler, avec les autres professionnels de santé, sur un territoire à l'échelon de sa patientèle. C'est bien une organisation collective. Mais il faut le voir de façon extrêmement simple. Les équipes de soins primaires qui commencent à émerger sur le terrain, ce sont effectivement quelques professionnels de santé qui se mettent d'accord pour travailler sur 2 ou 3 thématiques ensemble et faire un petit projet de santé où ils vont prendre 2 ou 3 thèmes. Ça se fait déjà de façon informelle et on demande à ce que ça soit un peu formalisé pour justement schématiser et formaliser cette coordination. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que ce que nous faisions depuis toujours, cette coordination informelle où on échange au téléphone avec qui son infirmière, qui son pharmacien, sur tel patient qui pose problème, tel examen biologique qui alerte et l'infirmière nous appelle pour ajuster tel ou tel traitement. Il faut que ça soit un petit peu formalisé et c'est logique. Alors il y a les équipes de soins primaires, il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles et puis il y a les communautés professionnelles et territoriales de santé, ces fameuses CPTS, mais qui sont sur des territoires beaucoup plus grands. Donc nous voulons que cette coordination sur le terrain soit reconnue sous toutes ses formes, y compris les médecins. Je vais vous donner un exemple, qui partagent un logiciel professionnel, qui partagent leurs fichiers patients, qui se mettent d'accord pour ne pas partir tous en même temps, et quelque part, ils assurent à la population une réponse territoriale. C'est aussi de la coordination, c'est peut-être la première marche, mais c'est déjà le début d'une coordination. Finalement, les réponses que vous avez eues des 2253 médecins sur ces questions des communautés professionnelles territoriales de santé ou des assistants médicaux, est-ce que ça pourrait vous amener à modifier un peu les propositions que vous pourriez faire dans le cadre des négociations que vous menez actuellement avec l'assurance maladie ? Dans le cas de l'assurance maladie, on voit bien qu'aujourd'hui, on est exclusivement, pour l'instant, sur une négociation d'accompagnement des assistants médicaux et l'assurance maladie raisonne à raison d'un assistant médical pour 3 médecins. Ce n'est pas notre cible. Notre cible, très clairement, c'est tout faire pour que chaque médecin ait un assistant médical. On mettra un petit peu de temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est ça la cible. Alors après, que l'assurance maladie mette sur la table une aide à l'embauche, comme ça se fait dans d'autres entreprises, qui soit un petit peu dégressive, ça peut tout à fait se concevoir justement pour accompagner cette restructuration de l'exercice médical, qu'en contrepartie, elle y mette des exigences, en particulier de prise en charge de la population pour ne pas laisser des Français sans médecin traitant, comme je le disais, ça semble tout à fait logique aussi, mais il faut dépasser les contraintes du regroupement, de la coordination, vue de façon trop étroite. Et ces assistants médicaux, quelles tâches vont-ils finalement remplir ? Puisque le gouvernement veut qu'ils aient à la fois des tâches administratives et des tâches soignantes simples, prise de tension, prise de poids, etc. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je pense que les médecins auront, en tout cas j'espère, des assistants médicaux et chacun s'organisera comme il le veut. Ce n'est pas la Caisse d'assurance maladie de nous dire ce que va faire exactement l'assistant médical, combien de temps il va consacrer aux tâches administratives, combien de temps il va consacrer aux tâches soignantes. Oui, il y aura ces 2 missions, administratives et soignantes. Dans certains cabinets, ils feront beaucoup d'administratifs et moins de soignants, et dans d'autres cabinets, ils feront l'inverse. La loi a été modifiée de ce point de vue-là, de façon à permettre aux assistants médicaux d'avoir une partie soignante qui ne puisse pas être assimilée juridiquement à l'exercice illégal de la médecine. Donc ça va dans le bon sens, je pense que ça va se mettre en place. Jean-Paul Ortiz, il y a sur ce point de la création des postes d'assistants médicaux, mais également sur le travail à mener par les médecins pour une meilleure coordination. Il y a aussi dans leurs revendications une aide financière qui pourrait prendre la charge d'incitation fiscale ou d'aide fiscale. En regardant un peu votre questionnaire, on a l'impression qu'il y a quand même aussi un ras-le-bol fiscal chez les médecins. Bien sûr qu'il y a un ras-le-bol fiscal chez les médecins. Quand on discute avec les experts comptables sur l'évolution sur plusieurs dizaines d'années,
Ils vous disent que les médecins, pour avoir le même niveau de pouvoir d'achat ou de revenus, ce qui revient à peu près au même, ils ont dû considérablement augmenter leur activité, leur chiffre d'affaires, parce que c'est leur taux de charge qui a augmenté quand on regarde les choses de façon un peu globalisée sur plusieurs dizaines d'années. Et les médecins, comme les Français, trouvent qu'ils ont trop de charges, effectivement. Et une des façons d'inciter à la création de postes d'assistants médicaux, et nous l'avions dit, serait ou devrait être aussi d'accompagner ces créations de postes par un allègement des charges patronales, par des diminutions des taxes, en particulier pour les zones sous-denses. Pourquoi ne pas imaginer qu'on bénéficierait des mêmes dispositions que pour les zones franches, par exemple, hein. Donc je crois qu'il y a des possibilités diverses et variées. On a parlé d'une exemption de la CFE, de la contribution des entreprises. Il y a tout un tas de possibilités qui devraient inciter l'entreprise médicale libérale à justement renforcer son environnement et personnel. Ces allègements, il faudrait les envisager de façon sélective pour, par exemple, favoriser les déserts médicaux ou pas? On peut tout à fait le faire de façon sélective, faire des allègements plus importants dans les zones sous-denses et moins importants dans les zones qui sont un peu mieux dotées en médecins. J'ai toujours du mal à parler de zones surdenses parce qu'il n'y en a pas de zones surdenses. Donc, si les députés le comprenaient, ça serait bien. On retrouve aussi dans cette thématique fiscalité et dépenses publiques le sujet du statut du médecin. Oui. Parmi les réponses qui sont revenues vers vous, le statut libéral est évidemment publicité, mais certains médecins évoquent aussi un statut mixte évolutif. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu, parce qu'on a du mal à comprendre de quoi il pourrait s'agir exactement. Est-ce que ce serait un cabinet avec un médecin patron et puis à côté de lui un médecin employé? Voilà, ce serait quoi ce statut évolutif? Je remarque qu'un peu plus de la moitié des 52,7% des médecins qui ont répondu sont assez attachés à leur statut libéral. Il y en a quand même presque un tiers, 31,4%, et c'est surtout les jeunes générations qui aimeraient aller vers des statuts mixtes, dont une partie pourrait être sous forme salariée et une autre partie sous forme libérale. Et ça a été dit dans le questionnaire, ce statut mixte devrait être évolutif tout au long de la vie. Et on peut comprendre cette demande des médecins d'avoir un statut qui puisse correspondre à une espèce de profil de carrière. À un moment donné, on est plutôt sur une forme salariée, puis à d'autres moments, on est plutôt sur une forme libérale. Et on voit que dans une carrière professionnelle, ça permettrait de phaser un peu les différentes étapes d'une vie professionnelle. Mais concrètement, comment ça pourrait se mettre en place? Alors concrètement, on peut avoir un instrument, si c'est bien fait, et ça va dépendre des ordonnances, avec les hôpitaux de proximité. Ces hôpitaux de proximité, dont on a beaucoup parlé, vont avoir des missions de prise en charge de la population au plus près de leur lieu de vie, de leur domicile, de façon à éviter l'hospitalisation dans des structures hospitalières de référence plus lourdes, etc. Or, nous défendons l'idée que ces hôpitaux de proximité deviennent le lieu de la rencontre entre la médecine de ville, médecine générale, médecine des autres spécialités, et la médecine hospitalière. Dans les deux sens. C'est-à-dire que des médecins de ville puissent intervenir dans les hôpitaux de proximité avec des statuts mixtes, soit avec un paiement sous forme d'honoraires, soit avec un paiement sous forme salariale, et que des médecins hospitaliers puissent, si c'est nécessaire dans la zone considérée, faire des consultations de médecins spécialistes dans ce qu'on appelle habituellement des consultations avancées, pour répondre au plus près de la population. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à la concrétisation de ce que je viens de vous expliquer. Ce serait une sacrée brèche dans le principe de l'exercice libéral de la médecine. Ça serait surtout une sacrée brèche dans l'hôpital tout-puissant et du système de santé hospitalo-centré. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr du tout qu'on arrive à ça, parce que l'hôpital, les GHT, veulent absolument garder ces hôpitaux de proximité sous leur coupe et sous leur giron. Et si c'est ça, hélas, ça ne marchera pas. Tout de même, vous y faisiez allusion tout de suite, qu'il s'agisse de leur rémunération, de la permanence de soins, d'une manière générale des règles d'installation, on sent les médecins très attachés à leur liberté. Est-ce que ça veut dire que la médecine libérale, comme parfois on a tendance à le dire, n'est pas si démodée que ça? Oui, Jean Paillard. Libéral,
ça commence comme liberté. Et quand on discute avec les jeunes générations, qui effectivement ne connaissent pas la médecine libérale, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas spontanément attirés pour s'installer en milieu libéral. Quand on discute avec les jeunes générations, on se rend compte qu'ils sont très attachés à leur liberté, en particulier leur liberté professionnelle, d'exercice professionnel, de s'organiser, éviter la hiérarchie, éviter un système trop lourd à gérer dans la vie professionnelle. Et je crois que c'est pour ça qu'on est aussi attaché à ce qui reste encore de libéral dans notre statut libéral, la liberté d'installation, par exemple. Mais cette liberté, encore une fois, elle a été attaquée violemment lors du débat à l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que les députés reviennent constamment sur cette liberté d'installation? Là, il y a eu un amendement LFI qui a mis le feu aux poudres en traitant les jeunes médecins d'ingrats corporatistes. Comment est-ce que les médecins réagissent? Écoutez, j'étais à l'Assemblée nationale mercredi dernier jusqu'à 1h15 du matin. J'étais très inquiet. J'étais très inquiet et ulcéré de ce que j'ai entendu dans l'hémicycle. Parce que les députés ne connaissent pas ce qui se passe dans nos cabinets. Ils ne connaissent pas l'implication professionnelle des médecins. Et quand on voit certains députés qui en viennent presque à l'insulte pour les médecins, oui, nous avons été choqués et ulcérés, les quelques qui étions dans le public mercredi dernier. Et il y avait d'ailleurs des associations de jeunes médecins dont je salue leur implication. Moi, j'étais le seul syndicaliste senior. Et on a été très inquiets. Il y a eu des suspensions de séance. Ça a été une séance extrêmement dure. Et je salue et je remercie la ministre qui a défendu la liberté d'installation. Pourquoi elle a défendu la liberté d'installation? Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Parce qu'elle a regardé dans les autres pays où ça s'est fait. Et alors, ça marche ou ça ne marche pas? En Allemagne, en Autriche, ça ne marche pas. Et ils sont revenus sur ces dispositions-là pour continuer à attirer des médecins pour qu'ils s'installent effectivement et qu'ils répondent aux besoins de la population. Pourquoi les députés veulent mettre fin à la liberté d'installation? Parce qu'ils pensent que c'est la solution simple pour résoudre leurs problèmes dans leur coin, dans leur circonscription, devant une demande de patients qui n'ont plus de médecins traitants et qui viennent... Une demande urgente, d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a une demande d'urgence. Mais vous avez raison, Anaïs Bouissou. Bien sûr qu'il y a une demande d'urgence. Et je l'ai dit tout à l'heure, les médecins collectivement ne peuvent pas tolérer ça. Moi, je le dis, éthiquement, en tant que médecin, je ne peux pas imaginer qu'un patient atteint d'une pathologie chronique, prenant l'exemple d'un diabétique par exemple, insuffisant cardiaque, se retrouve sans son insuline, sans son traitement pour son diabète, sans son traitement pour son insuffisance cardiaque, parce qu'il n'a plus de médecin traitant, parce que son médecin traitant, il a cumulé l'emploi-retraite malgré les conditions défavorables du cumul emploi-retraite, mais il est arrivé à un moment où à 67, 68, 70 ans, il a arrêté parce qu'il avait beaucoup travaillé pendant toute sa vie. Mais malgré tout, est-ce que vous comprenez quand même cette demande, qui est aussi une demande de l'opinion publique, d'avoir en urgence des médecins dans les déserts médicaux, de régler enfin cette situation? Oui, nous la comprenons, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons à l'État, il faut que vous nous accompagniez, il faut, entre autres par les assistants médicaux, mais aussi par les autres mesures de revalorisation du métier, et nous nous engagerons à prendre en charge plus de patients. On est d'accord pour assumer cette responsabilité collective et par la coordination dans les territoires à répondre à ce besoin, parce qu'on sait très bien, on en est conscient, qu'on sera amené à prendre en charge plus de patients. Et c'est évident qu'on est obligé de répondre à cette demande. Mais si les députés arrivaient à leur fin, si la coercition à l'installation était mise en place, concrètement, qu'est-ce qui se passerait et pour les patients et pour les médecins? Rien. Pire, ça détournerait les jeunes de s'installer en libéral. C'est ça qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'installent peu en libéral parce que pendant leurs études, ils ne découvrent pas l'exercice libéral et nous ne cessons de dire qu'il est indispensable qu'ils viennent faire des stages en médecine libérale, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Et si on met des mesures coercitives sur l'installation, effectivement, ça va détourner les jeunes de l'installation libérale. Mais pas uniquement de l'installation libérale, parce que c'est aussi un problème par rapport
aux postes salariés. Quand vous regardez la carte des postes salariés libres, par exemple dans les hôpitaux, quels sont les endroits où aujourd'hui on manque de médecins? C'est les mêmes zones que les endroits où effectivement on manque de médecins traitants, de médecins généralistes. Cet accès aux soins, il pose aussi le problème de la continuité des soins, de la permanence des soins. Je crois, Anaïs Bouissou, que vous aviez une question pertinente sur ce sujet, notamment sur les réponses qui ont été apportées dans votre questionnaire sur les tranches horaires que sont prêts à assumer les médecins. Oui, le président de la République a dit, dans la mesure du possible, il faudrait une continuité des soins jusqu'à 22 heures. Or, les réponses du questionnaire ne vont pas forcément jusqu'à 22 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait On est plutôt avec, jusqu'à 20 heures. avec on les arrête à 20 patients? heures. Plutôt jusqu'à 20 heures, et puis ensuite on s'en va, parce que on a une vie personnelle. Tout à fait, oui, et c'est bien normal. Il y a deux dispositifs qu'il faut distinguer. Il y a la continuité des soins et la permanence des soins. La continuité des soins, c'est l'heure d'ouverture des cabinets, le 8h-20h, qui aujourd'hui est très majoritairement admis par les médecins. Certains voudraient même 9-17. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Si, prononcez-vous, qu'est-ce que vous en pensez justement? Je dis que c'est un problème d'organisation. On peut très bien imaginer que dans un cabinet de plusieurs médecins, certains travaillent de 9h à 17h, d'autres de 8h à 16h et d'autres de 14h à 20h. Je crois que c'est des problèmes d'organisation. Le regroupement des médecins facilite une meilleure organisation et une meilleure vie professionnelle, et il faut en tenir compte. Donc aujourd'hui, on a une continuité des soins que les médecins sont prêts à assumer de 8h à 20h, y compris pour des soins dits non programmés, c'est-à-dire une demande dans la journée, entre guillemets, en urgence. Et nous demandons dans ce cadre-là qu'on puisse réguler ces appels en urgence. Vous appelez le centre 15 ou la régulation libérale, et on est prêt à s'engager dans une organisation dans les territoires pour vous dire, voilà, aujourd'hui, de 8h à 20h, vous pouvez aller voir le docteur untel, puisque votre appel en urgence ne nécessite pas de recourir aux urgences hospitalières. Par contre, le docteur untel vous recevra, et parce qu'il est effectivement d'astreinte de 8h à 20h. Pour ça, il faut un système organisé, il faut valoriser ceux qui le font, il faut valoriser les actes. Alors ça commence à se faire dans le Grand Est, l'exemple de Metz c'est intéressant, ça commence à se faire à Bourges, enfin, il y a des endroits où ça commence à se faire. Je pense qu'il faudrait que ça soit organisé France entière. Le deuxième dispositif est celui de ce qu'on appelle la permanence des soins, qui lui fonctionne la nuit et le week-end. Premier problème, le samedi matin n'est pas inclus dans la permanence des soins. On comprend bien qu'il faut absolument arriver à inclure ce samedi matin dans la permanence des soins et qu'un système de garde soit organisé le samedi matin comme tout un chacun dans la société française. Deuxièmement, la nuit dite profonde, de minuit à 8 heures. Cette partie de nuit, le nombre d'appels est très faible et ce sont en général des appels de véritable urgence médicale. Et dans beaucoup d'endroits, ceci a été transféré au système d'aide médicale d'urgence, c'est-à-dire au SAMU, ce qui est assez légitime. Dans d'autres endroits, il y a encore les médecins qui répondent, surtout en ruralité, parce que c'est compliqué de faire venir le SAMU en ruralité. Il faut les soutenir, ceux-là. Il faut les soutenir parce qu'ils répondent à un appel à 2 ou 3 heures du matin et à 8 heures du matin, ils sont dans leur cabinet. Mais de 20h à 22h, qu'est-ce qu'on fait sur cette tranche de horaire? De 20h à 24h, dans l'immense majorité des départements, vous avez un système de permanence des soins, c'est-à-dire vous appelez le centre 15 et le centre 15 résoudra votre problème en urgence, soit vous enverra un médecin qu'on appelle un médecin effecteur qui viendra faire une visite à domicile, soit vous dira, écoutez, c'est un médecin que vous avez au téléphone, ce que vous avez peut attendre demain matin, et vous organisez une prise en charge à distance, soit vraiment, si c'est grave, vous conseillera de venir aux urgences hospitalières. En tout cas, pas question de remettre des gardes obligatoires comme cela existait, et ça a été supprimé en 2002, je crois. Les médecins sont opposés à un système de permanence des soins qui serait obligatoire à l'échelon individuel. Je sais que ça pose problème ici ou là, mais
d'une façon générale, et notre enquête le prouve, les médecins sont opposés à ça. Ils sont prêts à l'assumer de façon collective. C'est même un acquis de la profession, quelque part. C'est un acquis des années 2000. Une grande grève, et à l'époque, on n'en est pas bien loin. La revendication, c'était le C à 20 € parce que je le vaux bien. Souvenez-vous-en, Jean Paillard. On est aujourd'hui à 25 €. Vous voyez qu'en 20 ans, l'acte est passé de 20 à 25 €. Un de mes amis me faisait remarquer qu'avant, il payait une baguette 1 franc et maintenant, il a payé 1 €. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de responsabilisation des patients pour qu'ils, notamment avec tous ces rendez-vous non honorés qui posent des problèmes aux médecins et ces urgences hospitalières qui sont aussi saturées par ce qu'on appelle la bobologie? Tout à fait. On ne peut pas ignorer qu'en matière d'accès aux soins en France, qui est très libre, on ne peut pas ignorer qu'il y a un certain degré de consumérisme. Et je pense qu'effectivement, il y a une éducation à faire vis-à-vis de la population. Et c'est pour ça que les soins non programmés, tels que nous les demandons en termes d'organisation et de valorisation, doivent être régulés. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par un appel téléphonique auprès d'un médecin qui va pouvoir vous dire, effectivement, vous avez besoin d'un avis médical, ou vous avez besoin d'aller à l'hôpital, ou vous inquiétez pas, ça peut attendre demain matin. Je crois que ça, c'est important. Ça fait partie de l'éducation de la population. Mais c'est un problème à l'école. Hein. C'est un problème auprès de chaque Français, tout petit. C'est le problème de l'éducation à la santé en général, à l'école. Alors, il y a le service sanitaire. Peut-être que ce sera une des missions, un message Écoutez, à faire on va passer. voir. Hein, Ouais. On va voir ce que ça apporte. On parle beaucoup là depuis quelques minutes de la rémunération des médecins. Il y a une question dans l'enquête que vous avez menée sur la rémunération au forfait. On pourrait penser au moment où se développent les maladies chroniques que c'est quelque chose qui a du sens. Et pourtant, les médecins sont très réservés sur ce sujet. Pourquoi ? Le paiement à l'acte fait partie du socle de la médecine libérale. Quand vous reprenez la charte de 1928, c'est pas que je veuille cultiver l'histoire et le passé, mais ça fait partie du totem de la médecine libérale. On est rémunéré à l'acte, normalement, initialement avec un tarif libre, et directement par le patient. C'est la charte de 1928, outre la liberté de prescription, la liberté d'installation, et j'en passe et des meilleurs. On voit bien que tout ça a beaucoup évolué dans le temps. Néanmoins, aujourd'hui, le paiement à l'acte constitue presque entre 85 et 90% du chiffre d'affaires chez le médecin généraliste, 95% chez le médecin spécialiste, à peu près. Et on voit bien qu'il y a une réticence sur le paiement au forfait. Quand on a les chiffres, 68% des médecins sont attachés à un paiement à l'acte et ne veulent pas qu'il y en ait plus. Il y en a donc 20% seulement qui sont prêts à augmenter la partie forfaitaire. Et dans ceux que moi je qualifie les plus hardis d'entre nous, ils veulent quand même le limiter à 30% au maximum. Donc vous voyez que l'idée d'un paiement forfaitaire ne fait pas recette. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut ne pas essayer de réfléchir pour voir comment nos modes de rémunération peuvent évoluer? Je crois qu'il faut le faire, mais on sent bien au niveau de la profession qu'il y a une réticence naturelle et un attachement majeur au paiement à l'acte. Et probablement que la crise de la médecine libérale vient beaucoup de ça, parce que l'acte, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, est très sous-valorisé. Et ça, les médecins en souffrent au quotidien. Ils en souffrent 25 fois par jour, 30 fois par jour, quand ils se font payer 25 € par leurs patients. Et ça, c'est difficile. Ils semblent souffrir aussi du regard que l'État et les institutions portent sur eux, Jean Paillard. Oui, c'est un des éléments frappants, je trouve, de votre enquête. 9 médecins sur 10 trouvent que les pouvoirs publics ne sont pas proches de leurs attentes, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Est-ce qu'on peut parler d'un fossé entre le corps médical et les pouvoirs publics? Est-ce qu'on peut parler d'un divorce? Et puis, d'une certaine façon, est-ce que ça ne vous complique pas la tâche, vous qui êtes quand même un peu chargé de faire le go-between entre les médecins et les décideurs? Oui, vous avez tout à fait raison. On voit bien qu'il y a pour le moins un manque de confiance, si ce n'est un désamour entre les médecins et le pouvoir politique, la représentation nationale. Et d'ailleurs, je constate, et le sondage que vous aviez fait paraître il y a quelques jours mettait un peu tout le monde dans le même sac.
Et curieusement, et je m'en félicite, c'était les syndicats médicaux qui s'en sortaient le moins mal. C'est exact. Et nettement devant le Conseil de l'ordre des médecins. Je ne parle même pas des ARS ou de l'assurance maladie. Il y a un vrai problème aujourd'hui, et c'est vrai que ça complexifie considérablement. Et je crois que ce problème, c'est le manque d'écoute des pouvoirs publics, des politiques, vis-à-vis des médecins, parce que les médecins sont très impliqués au niveau de leur vie professionnelle, et ils ont vraiment le sentiment de ne pas être reconnus à leur juste place, à leur juste valeur. Et la valeur, elle n'est pas que financière, hein. C'est aussi un système d'écoute. Alors, il faut dire quand même, Jean Paillard, on a eu 5 années de glaciation complète avec la ministre précédente. On paie cher cela. Parce que non seulement ça a crispé, mais ça a fait perdre confiance à l'ensemble du corps médical. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Elle est en train de revenir Là, avec... c'est différent avec Agnès Buzyn, qui est médecin, qui est médecin reconnue, chercheuse. Vous avez raison, Marie-Cécile Renaud, vous avez raison. On a une ministre, d'abord qui est médecin, qui dialogue, qui écoute, et qui, sur un certain nombre de points... Et qui va rester. Et qui va rester, je m'en félicite. Je l'ai dit publiquement, je m'en félicite. Et qui, sur un certain nombre de points, a été extrêmement offensive, en particulier sur la liberté d'installation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a considérablement progressé. Mais la confiance, il faut du temps. Et vous savez, une ministre, elle ne fait pas le printemps. Parce que vous avez toute l'administration, toute cette espèce de culture bureaucratique qu'on a dans notre pays qui alourdit considérablement les choses. Alors, bien sûr qu'il faut des normes, il faut effectivement organiser un peu les choses. On comprend tout ça, mais on voudrait tellement avoir moins de paperasserie, moins d'administratif, pouvoir soigner nos patients, nous organiser, prendre les choses en main. Et moi, c'est ce que je retiendrai de ce sondage, c'est que les médecins, globalement, collectivement, sont prêts à ça, mais de grâce, laissez-nous faire. Mais quand on parle, quand vous dites laissez-nous faire, quand on parle de confiance en les corps intermédiaires, en les syndicats, on a quand même 3/4 des répondants, c'est le résultat de votre travail, 3/4 des répondants qui disent les syndicats ne sont pas assez soutenus. Est-ce que c'est l'occasion d'une remise en question sur votre représentativité, sur votre travail au quotidien, sur votre travail de soutien des médecins ? Je crois qu'aujourd'hui, mais pas uniquement chez les médecins, hein, d'une façon générale, nous avons un fonctionnement de notre démocratie qui a oublié les corps intermédiaires. C'est pas nouveau, ça existe depuis des années, où on n'a pas suffisamment pris en compte la place et la parole des corps intermédiaires. Mais avez-vous encore les moyens de peser aujourd'hui ? Je pense que, en tout cas, moi, c'est l'analyse politique que j'en fais, je pense que le président de la République est en train de s'en rendre compte à ses dépens. Parce que quand vous avez un mouvement populaire important, je ne parle pas de ses dérives et du fait qu'actuellement, on voit bien qu'il y a un pourrissement, mais quand vous avez un mouvement populaire important, en particulier dans le soutien de la population, et que vous n'avez aucun interlocuteur avec qui dialoguer, avec qui négocier, ça témoigne aujourd'hui d'une démocratie qui fonctionne mal parce que les corps intermédiaires ont disparu de la circulation dans le fonctionnement. À force de s'adresser directement aux Français, effectivement, on se retrouve dans cette situation-là. Il est temps de redresser les choses et de donner aux corps intermédiaires la place qu'ils devraient avoir. Parce que c'est ça le fonctionnement démocratique. Et en matière de démocratie sanitaire, c'est particulièrement vrai, en particulier pour les modifications de notre système de santé. Dans votre enquête, vous avez testé différentes propositions pour renforcer, à même de faciliter justement ce rôle de représentation des syndicats. Alors j'en cite 3. Adhésion obligatoire à un syndicat, convention uniquement opposable aux médecins syndiqués, et puis avis conforme des syndicats sur toute modification des règles du jeu. Bon, les réponses des médecins ne sont pas très tranchées, on a du mal à trouver une majorité là-dessus, mais vous, Jean-Paul Ortiz, vous auriez répondu quoi ? Et finalement, comment est-ce que vous réagissez à ces propositions ? Ces propositions, elles ont été testées sur les modèles allemands, ouais, où ils ont une vraie responsabilité en tant que corps intermédiaire.
Je remarque d'ailleurs que la démocratie allemande fonctionne de façon très différente et de temps en temps, il ferait bien de s'en inspirer. Pas pour tout, mais il y a certains aspects qui peuvent être intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, l'avis conforme des syndicats sur les modifications de l'organisation du système de santé dans les domaines qui nous concernent devrait être obligatoire. Quelle est la problématique aujourd'hui ? Et c'est pour ça qu'on est très attaché au système conventionnel. La convention, elle se négocie avec la CNAM, Caisse d'assurance maladie, et c'est un contrat de droit privé. On négocie, on essaie de trouver un point de convergence. Avec l'État, vous ne négociez pas. L'État concerte et décide seul. Et je pense que ça, c'est la grande différence qu'il y a entre un mécanisme de contrat et un mécanisme de décision unilatérale. Nous sommes très attachés à la politique du contrat. Donc, pharmacien prescripteur, pardon, vous auriez dû avoir un avis à donner. Écoutez, c'est l'exemple même ouais. où les députés, je l'ai dit, ont complètement dérapé. On a démantelé notre métier avec le pharmacien prescripteur, la sage-femme qui peut vacciner les enfants, on ne sait même pas jusqu'à quel âge, jusqu'à 16 ans peut-être. Enfin bref, on est en train de démanteler notre métier sans même qu'on nous ait demandé notre avis, sans qu'on ait réfléchi en matière de qualité des soins, de transmission d'informations, d'impact financier pour les uns et pour les autres. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais oui, la médecine va évoluer. Ils ne peuvent pas se plaindre de manquer de temps, de ne plus avoir... C'est vrai. L'exercice de la médecine aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a 5 ou 10 ans ou 20 ans. Ça a évolué et demain, ça va encore évoluer. Mais ce n'est pas aux députés dans l'hémicycle de le faire. Surtout pas à 11h du soir ou à 1h du matin. Et là, vous dites le métier Quand il y en a est 30 dans démantelé. l'hémicycle. Le métier est démantelé, carrément ? Mais aujourd'hui, un certain nombre de missions de médecins sont attribuées à d'autres. La prescription d'un médicament habituellement prescrit par le médecin qui serait faite par le pharmacien avec la délivrance du médicament. Déjà conceptuellement, que celui qui vend le médicament puisse le prescrire... Bon, c'est un peu gênant dans l'idée. Mais ça veut dire quand même que le pharmacien aura affirmé un diagnostic. Il aura affirmé à une jeune femme qui souffre de brûlure mictionnelle, vous avez une cystite. Est-ce qu'il a été formé pour ça ? Je ne crois pas. Le diagnostic, c'est le médecin qui le fait. Alors effectivement, il y a des signes qui peuvent évoquer, mais qui peuvent être trompeurs, et on peut passer à côté d'erreurs de diagnostic. Comment on fait ? Je crois que tout ça, ça doit se réfléchir tranquillement. Ça s'organise peut-être dans le cadre de structures en coordination de façon expérimentale dans des territoires, voir s'il n'y a pas de dérive, si on garantit bien une qualité des soins à la population, mais pas comme ça à l'Assemblée nationale. Jean-Paul Ortiz, vous avez choisi comme dernier thème de votre enquête celui de la transition écologique et... surprise ou pas surprise, parce qu'il y a un sondage d'Odoxa qui a été diffusé il y a quelques jours qui montre que le corps médical considère que les pathologies liées à l'environnement sont devenues un problème de santé publique et apparemment l'ensemble des médecins, en tout cas une très large majorité des médecins, se sentent très concernés par ces problèmes d'environnement. Est-ce que d'abord ça vous a surpris ? Oui, très clairement oui, parce que je ne pensais pas, même si moi personnellement j'y suis sensible, je ne pensais pas que les médecins, dans ces proportions-là, étaient sensibilisés à ces thématiques et étaient prêts à s'engager sur ces thématiques-là. Quand on regarde les résultats, on est sur des chiffres à 70, 80, 85%. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir que le médecin est conscient de l'impact de l'environnement sur la santé, y compris sur une thématique qui n'est pas la plus simple, qui est celle de la prescription médicale, médicamenteuse en l'occurrence, éco-responsable. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et d'autres pays l'ont fait déjà. Concrètement, comment on y parvient ? Parce qu'on est tous, bien sûr, soucieux de l'environnement. Et au-delà des bonnes intentions, concrètement, dans les faits, ça se traduit comment ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il est intéressant, dans certaines zones de notre pays, d'analyser l'évolution de certaines pathologies et voir si l'environnement, et pourquoi, a un tel impact sur telle ou telle pathologie. On a beaucoup parlé du problème du cancer de la prostate dans les Antilles, on a beaucoup parlé de l'environnement du travail avec l'amiante, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui tout un travail et un gros intérêt des médecins pour les perturbateurs endocriniens.
Il y a un autre thème sur lequel on est en train de beaucoup réfléchir, qui est celui des déchets issus des médicaments prescrits. Et vous avez aujourd'hui nécessité de sensibiliser les médecins à ces aspects-là. Alors, il ne faut pas complexifier les choses, mais aujourd'hui, je pense que ce sont des thèmes sur lesquels les médecins sont prêts à réfléchir et à avancer par la formation initiale, en faculté, mais aussi par la formation continue. Je m'en réjouis parce que je pense que, de ce point de vue-là, un jour ou l'autre, la société française risque de nous demander des comptes. Et risque de nous dire, vous médecins, vous avez prescrit des médicaments avec un impact sur l'apparition de certains cancers, l'apparition de modifications endocriniennes, et on en a parlé, la spermatogénèse, etc., etc. Et ce sont quand même des thématiques qui doivent interpeller le médecin et qui méritent toute l'attention à la fois des pouvoirs publics, mais aussi des professionnels que nous sommes. Des médecins plus verts demain. Cette émission va arriver à son terme. Merci à vous tous pour vos questions qui ont permis d'apporter des informations intéressantes issues des résultats du questionnaire que vous aviez transmis à tous les médecins qui ont souhaité répondre. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquence M, et vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux et réagir à travers le hashtag Univers Médecin. À bientôt et rendez-vous fin avril pour une nouvelle émission Univers Médecin. Bonsoir.